Tu savais que c'était No Rules. Comment? C'est No Rules, tu sais bien. No rules. No Rules, tu le dis mieux que moi. Donc t'es revenu dimanche de ton périple. Je suis revenu dimanche, ouais. Ah, alors c'est pas trop dur? Non, non, non. Pour l'instant, c'est vraiment. Enfin, je suis hyper content d'être rentré parce que j'en avais besoin, j'en avais envie. En fait, c'est quand même long, tu vois, 7 mois de voyage en van, toujours quand même à bouger, toujours à te poser la question de qu'est-ce que tu fais après, qui tu vas rencontrer, où est-ce que tu vas pouvoir dormir. Et en fait, je crois que le Maroc aussi m'a pesé un peu parce que ils sont hyper accueillants. Mais bah, ils sont tellement accueillants qu'ils sont tout le temps autour de toi. Et du coup, genre, tu te poses dans le van, il y a toujours des gens qui passent et qui te disent bonjour, qui te tapent la tchatch. Euh, c'est pas de tout repos, en fait, le Maroc. Et je crois qu'à la fin, j'étais un peu une fatigue émotionnelle, psychologique et mentale. Du coup, je suis très content d'être rentré pour l'instant. Parce que là, je me repose et je me ressource et ça fait du bien. Je vois mes proches et j'en avais besoin, j'en avais envie. Et je pense que courant janvier, il y a moyen qu'il y ait une petite déprime. Ouais, bah ouais. Là, c'est l'euphorie du retour, disons. Ouais, c'est le retour du héros un petit peu là. Y a plus l'adrénaline de tout ce que t'as vécu, quoi. Mm. Ouais, ouais. Donc, on va voir. Mais il y a eu quelques trucs, tu sais, des petits moments de nostalgie où même juste, je regarde la ville et la vie ici et je vois tout le béton, je vois les gens habillés, les pubs partout. Les gens habillés, bah ils étaient pas à poil là-bas. Ah si! Non, non, je rigole. Non, mais enfin, tu sais, c'est le La retour modernité un parfois peu, de non? l'hiver, la grisaille, Mm. et tout le monde va travailler. Ce qui est normal, il faut que les gens travaillent, mais c'est, je sais pas, il y a aussi le béton, toute la société, à travers toutes les publicités, aussi, tout le monde va hyper vite. Je sais pas, il y a des petites images comme ça ouais, qui chahutent un peu, qui font questionner. Euh, C'est, faut, 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 faut s'extraire de son milieu pour bien l'analyser, ce que t'as fait. Quand t'es dedans, tu te rends moins compte de du bruit et de ce tumulte et de tout ce qui va vite. Mais même si et nous, on est privilégiés à Annecy, hein. Je vais te laisser te présenter, hein, parce que là, on démarre. Il y a nos rules, mais on s'est même pas quitté. Mais non, on est privilégiés, mais c'est sûr que il y a beaucoup de bruit ici. J'imagine que t'as eu moins de fureur, moins de bruit là, dans ce périple que t'as vécu. Mhm. Ouais, complètement. Et en fait, c'est ce que je cherchais. Et les endroits où je me suis senti le mieux, c'est des endroits où on était loin de tout, dans la nature. Et donc, les seuls bruits que tu entends, c'est des bruits de la nature, ou un peu des humains à droite à gauche qui font des trucs, mais c'est vraiment pas dominant. Et en fait, je me rends compte à quel point la pollution sonore, elle est réelle et forte. Et souvent, par exemple, dans des projets d'autoroute, on va défendre la faune et la flore, et surtout la faune qui pourrait être impactée par les bruits. On s'oublie nous-mêmes. Genre, on Mm. s'oublie qu'on est aussi la vie et le vivant et que tous ces bruits que nous créons, ils impactent les animaux, mais ils nous impactent nous aussi très fort. Ouais, c'est bien. Tu commences à aller sur des sujets d'éveil et de conscience et de spiritualité. Là, t'as dû faire encore un upgrade là, non, avec ton voyage. Un peu, je pense. Ah ouais, ouais. Upgrade, je ne sais pas, mais j'avais ouvert encore d'autres portes, ouais. Bon, on va aborder tout ça là parce que ça va être hyper intéressant, mais c'est je vais te poser une question qui va permettre de te connaître un petit peu plus pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, bon, en tout cas, c'est cool de t'avoir dans le podcast, chez No Rules. Ici, tu sais que t'es chez No Rules, il n'y a pas de règle, hein. D'ailleurs, je vois que tu t'es habillé en No Rules avec ton. Tranquille. C'est beau, ça j'aime cette polaire. Vous remarquerez, il y a la petite raclette en haut à sa droite pour ceux qui regarderont la vidéo. Très important la raclette. On est dans la saison, c'est important, c'est le moment. Ouais, je suis content de t'avoir ici parce que, bon, d'abord, on se connaît et que j'apprécie la personne que tu es, mais tu le sais déjà. La deuxième chose, parce que tu es sur un chemin de vie qui est, à mes yeux, très intéressant à explorer, parce que justement, tu explores des choses, t'explores le champ des possibles, et puis tu documentes, et ça, c'est super intéressant, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi qui s'autorisent à faire ce que tu as fait, ce que tu fais un peu au quotidien. On va y venir. Et la troisième chose, c'est que bah, tu as des compétences qui sont aussi intéressantes dans la vidéo, dans le storytelling, etc. Et ça va être aussi peut-être la suite de ton histoire, comment tu vas documenter tout ça, parce que tu as beaucoup d'enjeux. On va commencer simplement, juste, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois?
Ouah. Tu commences fort. Il n'y a pas de règle, non? Je peux dire non? Ouais, tu fais ce que tu veux. Non, non, je rigole. Tu peux ne pas répondre. Euh, il était une fois, je dirais, un jeune blanc privilégié d'une famille plutôt normale, d'une classe aisée, qui a été mis sur une route plutôt classique et qui a fini pour un stage dans une école de commerce à Bangkok, où là j'ai un peu mon monde qui s'est pris une claque cosmique, je dirais, dans la tête, dans le sens où je me suis rendu compte que loin de tout, seul à l'étranger, dans une culture qui était vraiment différente, il y avait la possibilité de se réinventer. Et que l'identité que, qui était mienne jusqu'à maintenant euh, était notamment le reflet de ce que je renvoie aux gens, euh, parce que c'est mon environnement en fait qui m'a défini, mon environnement social, je crois comme à peu près tout le monde, euh, et que là-bas, en fait, j'avais plus d'image à renvoyer à personne qui s'attendait à une image de moi. Et donc c'est là qu'est née la liberté de se dire, bah, peut-être que je peux m'approprier autre chose et commencer à renvoyer une image qui serait différente. Euh, et, euh, et de fil en aiguille, ça m'a autorisé, ça m'a permis de me poser des questions et aller à la rencontre de cette culture bouddhiste qui était pour moi un art de vivre plus qu'une religion, qui n'est pas tant dogmatique que ça au final. Ou en tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça là-bas. Et donc, en me confrontant au réel et à la vie et au sourire thaïlandais, euh, j'ai découvert la méditation. J'ai fait une retraite de silence de 10 jours là-bas, qui, pareil, est venue, quand on parlait de bruit au début, je pense que l'image de la méditation, c'est une des meilleures pour dire, je fais abstraction de tout et progressivement, par exemple, ce verre qui pourrait être l'état actuel où tu as de l'eau et de la terre mélangées, bah, dans une méditation, une retraite de méditation un peu plus longue, tu vas avoir la terre qui va venir se déposer au fond parce que les choses se calment autour de toi et à l'intérieur de toi jusqu'à ce que l'eau devienne un peu plus translucide et qu'on y voit plus clair. Et donc je pense que ça a été pilier dans mon changement et là, mon changement de trajectoire parce que c'est là-bas que j'ai pris cette assise dans ma vie. Et après, il y a d'autres expériences un peu plus magiques qui ont été catalysatrices aussi et qui m'ont donné la liberté de me dire que peut-être je pouvais changer de trajectoire et en prendre une autre. Donc ça, c'est vraiment les prémices du changement de vie qui a opéré en fait il y a 10 ans maintenant et qui se concrétise encore plus aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qui fait que tu démarres ton histoire par un jeune blanc privilégié? Intéressant, hein. Mhm. Parce que je pense que notamment en voyageant et dans des espaces plutôt militants et qui se posent des questions et qui sont dans des quêtes de sens, mais en fait, je réalise à quel point c'est un luxe de pouvoir se poser ces questions-là et que souvent, en fait, les gens qui se posent ces questions-là que moi j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont dans une situation assez proche de la mienne et que c'est peut-être pas donné à tout le monde et quand tu t'es pris par la contrainte de devoir assurer suffisamment d'argent pour pouvoir manger, te nourrir, nourrir peut-être tes enfants, et que tu es happé par un quotidien dans lequel tu n'arrives pas à sortir la tête parce que tu n'as pas les conditions un peu de sérénité, euh, bah, c'est du luxe, cette quête de sens peut-être. Et donc je pense que c'est important de le préciser aussi, que... Ouais, voilà. Ouais, ça veut dire que ce luxe-là, tu le définis par rapport non pas à d'autres, j'allais dire d'autres cultures ou d'autres civilisations, mais plus par rapport à la tienne, et qui est dans cette même civilisation, les blancs, entre guillemets, en Europe, quoi. Il y a des personnes qui bossent et qui sont dans une roue et qui s'arrêtent plus, quoi. C'est plus par rapport à eux que tu dis que c'est luxueux. T'as un luxe, t'as ce luxe-là. Non, c'est plus, je pense, sur une population mondiale Ok. où je fais partie des 3%, on fait partie des 3%. On arrive à se loger décemment, on arrive à manger à peu près ce qu'on veut. Et juste ça, en fait, avoir de l'eau courante,
Ça, c'est un luxe. Et quand t'as pas ces conditions primordiales pour Hmm, survivre, la quête de sens, elle est futile. Parce que le sens, c'est comment je mange demain. hmm. Et C'est- donc, j'ai rencontré aussi ces gens-là en voyageant et en faisant des documentaires. Et donc, je pense que je peux comprendre aussi cette position. Et j'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour les gens qui sont vraiment dans une lutte quotidienne pour survivre. tu l'as pas raconté dans ton histoire, mais tu viens de tu viens de revenir d'un périple de 7 mois, et on va y revenir, où t'es parti en van, jusqu'au Maroc, où t'es à la rencontre de gens et d'autres choses. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué chez ces personnes, entre autres? Alors, c'est peut-être pas à ce niveau-là que tu les as rencontrés, c'est peut-être plus quand tu étais en Asie, mais chez ces personnes pour qui le luxe était déjà de se nourrir, qu'est-ce qui te marque chez ces personnes-là? Beaucoup d'humanité, euh, comme un retour. Et je pourrais presque comparer ça, et même si c'est très différent, à l'expérience que j'ai eue l'année dernière, l'hiver dernier, en faisant le documentaire sur la traversée des Alpes en ski de randonnée, où l'objectif principal de ta journée, gérer ton eau, gérer ta bouffe, gérer ton effort, et trouver un endroit où dormir le soir, et y être en sécurité. Et en fait, bah, tu retournes à des besoins qui sont primaires, qui occupent tout l'espace que tu as mental. Et donc, il laisse pas d'espace pour la superficialité. Et en ce sens, ce que j'ai vécu, mais aussi les personnes que j'ai rencontrées, en général, sont plus présents. Comment tu vois quand une personne est moins présente? Quand je la sens pas là avec moi, je dirais ça passe beaucoup par le regard, que je sens qu'elle est pressée, que, que l'instant qu'elle partage avec moi ne semble pas être une priorité pour elle, parce qu'elle est dans tout ce qu'elle a à faire. Euh, ouais, je pense que c'est vraiment un ressenti, Toi, ça t'arrive des fois d'être comme ça? bien sûr. Bien sûr. Et J'essaye d'être le présent au maximum, mais évidemment, je me fais happer aussi par soit des tracas, des soucis, des envies, des besoins, des projections, des attentes. comment est-ce que tu le sais, on est à l'ère de l'information et de l'attention, où notre attention est monnayée c'est devenu le nouveau pétrole, le nouvel or, entre guillemets. Ce qui fait qu'on est sursollicité par tant de choses, et c'est que le début. Comment est-ce qu'on fait pour créer, je te pose la question, parce que tu en as parlé, parce que je sais que tu es à la recherche un peu de ça aussi, pour créer les conditions de la sérénité? On prend le temps. Hmm. Pour moi, c'est énorme, mais ralentir, prendre le temps de vraiment s'écouter, respirer, être là. C'est une technique de méditation, se concentrer sur la respiration. Mais juste, si tu prends toute ton attention là, maintenant, avec moi, juste pour, tu vois, t'inspires, t'expires. En fait, ça te ramène, c'est hyper simple, mais c'est pas facile de l'avoir tout le temps au quotidien. Et je pense que c'est une des conditions premières, c'est ça, c'est se ramener ici et maintenant. Bah, ce qui est rassurant, c'est que c'est simple finalement, c'est accessible en tout cas, mais tu le fais en conscience. C'est-à-dire enfin, est-ce que tu dois le faire en conscience régulièrement? Ouais, carrément. Moi, j'ai beaucoup médité dans ma vie, entre, je dirais, depuis 10 ans, 80% de mes journées, et entre 10 minutes et 30-40 minutes, avec des retraites que j'ai fait plus longues. Euh, et donc, je pense que j'ai pris cette habitude et je continue de faire des stages et des différents événements qui me permettent de me recentrer sur ma respiration à travers
différentes pratiques, le chi, le tantra. Et donc, j'essaie de l'ancrer en moi. Et malgré toute cette pratique, c'est difficile. Et, euh, et c'est un travail du quotidien, et je pense que c'est un travail à vie, malgré toutes les pratiques que tu peux mettre en place, pour toujours te ramener ici et maintenant. Parce que c'est trop facile. Comme tu dis, on est sur une société de l'information où tout est fait pour happer ton attention. Et donc, être souverain de son attention, c'est la première chose que tu puisses faire qui te redonne un peu de pouvoir. Hmm. C'est qui la personne la plus inspirante que tu as rencontrée dans toutes tes aventures? Je pense à un homme que j'ai interviewé euh, à Tamera dans une communauté euh, qui... C'est une communauté au Portugal qui a été montée par des Allemands qui existent depuis 40 ans et ils sont environ 150. Et c'est un physicien de base, donc plutôt très Cartésien. cartésien, qui est responsable en ce moment du projet qu'ils appellent Solar System Field, donc qui est de créer au sein de la communauté un micro-village où au centre il y a une cuisine qui dépend et tourne avec l'énergie solaire qui est abondante. Et donc ça demande un engagement particulier parce que toute la communauté ne participe pas à ça. Mais pour ceux qui décident d'y participer, c'est on n'utilise que des produits locaux, de saison, et on cuisine qu'avec le soleil. Donc c'est pas facile. Et le biométhane, c'est du coup du gaz euh, suite à l'accumulation de compost qui stocke et qui permet de créer du gaz et du coup d'utiliser euh, du gaz, quoi. Et c'est intriguant ce que tu racontes. Et lui, quel échange t'as eu avec lui, avec ce physicien-là? En fait, je le choisis lui parce qu'il me semble qu'il a une approche assez globale, Hmm. c'est-à-dire qu'il a la compréhension de la science qui permet de comprendre beaucoup de choses dans ce monde tel que nous on l'a défini depuis au final pas si longtemps que ça à l'échelle de l'humanité. Il prend en compte aussi tous les éléments qui sont beaucoup plus vastes et vieux, qui seraient peut-être liés à la spiritualité, aux énergies, au monde du subtil dans sa vie. Et il crée pas de division entre les deux. Il prend, c'est-à-dire souvent on a tendance à opposer le visible et l'invisible, par exemple, Hmm. parce que la science ne peut pas encore l'expliquer ou n'arrive pas encore à tout expliquer. Hmm. Mais la science, elle devient valide à partir du moment où elle se remet en question et elle trouve des nouvelles théories qui permettent d'expliquer. On le voit avec le cerveau et la conscience, ça avance petit à petit, mais on peine. Euh, dans des traditions spirituelles très anciennes, ils ont déjà avancé énormément sur des choses qu'on justifie qu'aujourd'hui avec les IRM. Donc nous, c'est notre manière de parler, de comprendre le monde, mais il y en a d'autres. Euh, je crois que c'est toi en PNL qui disait la carte n'est pas le territoire. C'est de la PNL, ouais, effectivement. C'est pas moi, Ouais. mais c'est de la PNL, effectivement. Ouais. Mais pour moi, c'est un super exemple. Nous, notre carte aujourd'hui, c'est la science, et on Hmm. décrit le monde à travers la science dans un territoire qui n'est pas seulement cette carte-là. Euh, et donc voilà, il travaille de manière globale avec toutes ces approches pour créer on va dire, cette cantine solaire au sein de cette communauté. Euh, du coup, il a une approche qui est à la fois ingénieuse, structurée et logique, tout en, de temps en temps, lâchant du lest pour laisser place à peut-être plus de, plus de subtil. Ouais. Ça, ça veut dire quoi, ça? Laisser plus de place au subtil. Euh, et, enfin, j'ai un débat comme ça avec mon beau-père qui est philosophe et écrivain et qui lui fait partie plutôt du courant matérialiste, c'est-à-dire ce que je crois, ce que je vois plus ou moins. Hmm. Euh, et, euh, et moi, je suis plutôt idéaliste
le côté rêveur, la vie il y a un côté magie à la vie. Euh, et, euh, et je lisais un livre récemment qui réunit différents poèmes de grands poètes qui ont traversé les temps, qui dit vivre en poésie, ce n'est pas renoncer. Et la poésie, c'est ce moment, ils disent aussi, la poésie est à lire pour seule raison qu'elle est à vivre. Et c'est dans ces moments de poésie où, par exemple, tu peux regarder, observer la vie et le vivant, voir toutes ces interconnexions qui ont lieu et voir la magie de la vie opérer devant toi, qui n'est pas explicable à 100%. Nous, on explique certaines choses, mais je pense que c'est ça, le subtil, c'est se dire qu'il y a peut-être dans notre monde des forces en place qui sont là et qui permettent ces interconnexions, ces interdépendances, qui font que les arbres communiquent entre eux via le mycélium. Enfin, c'est un peu toute cette magie inexplicable. Jusqu'où vont tes croyances, toi? Hmm. Je pense que c'est en perpétuelle évolution. Euh, Et plus j'avance, plus je repousse ces limites des croyances, sans avoir, tu vois, une croyance absolue dans ce que je dis. Euh, mais je pense que ça m'amuse, en tout cas, d'aller repousser cette barrière euh, et de me dire que peut-être, en effet, il y a une forme de magie, du subtil. Et quand j'ai rencontré différents chamans dans mon voyage et dans ma vie, quand j'ai fait des thérapies assistées par psychédéliques, notamment avec des plantes médecines, euh, et que j'écoute des psychiatres, psychologues qui parlent de ces voyages qui opèrent et qui font bien la différence entre hallucination et l'ouverture de conscience qu'on éprouve sous substance hallucinogène. Enfin, c'est pour ça que moi, j'aime pas les appeler comme ça, mais sous des plantes médecines, bah, où en fait, il y a une grosse différence, par exemple, c'est dire euh, dans des hallucinations, une hallucination, elle est propre à chacun. C'est-à-dire que il n'y a pas un référentiel commun. Alors que dans les voyages sous plante médecine, on retrouve un référentiel commun. Donc, c'est pas une expérience isolée, c'est quelque chose de partagé. Comme si, euh, lors de ces voyages, on se branchait sur une fréquence qui était un peu différente de celle qu'on capte là, maintenant, et qu'on arrivait tous à se brancher sur la même fréquence. Et que du coup, on captait tous une forme d'information qui était partagée ici, dans ce qu'ils appellent la conscience universelle. C'est, c'est, Est-ce que pour toi, ça laisse la place à quelque chose d'après la mort, d'une vie après la mort, quelque chose de d'au-dessus, quelque chose d'interconnexion, de toute façon, on reviendra à ce qu'on était, enfin, toutes ces choses-là qui sont hyper intéressantes à aller creuser, quoi. Ouais, ouais, carrément. Pour toi, c'est une évidence, c'est ça? Ben, en fait, je l'ai comme. T'es revenu de la mort? Non, mais enfin, Ah ouais. je ne sais pas si je suis revenu de la mort, mais dans ces voyages, avec, là, c'était avec des champignons hallucinogènes dans une cérémonie, je me suis vu. Je sais que c'est perché quand je dis ça. Enfin, tu sais, pour moi, je me dis, waouh, alors c'est bizarre de dire ça, mais bon, c'est mon ressenti profond. Euh, J'étais un chaman euh, et je voyais des gens me raconter leurs problèmes limités à une individualité. Euh, Et donc, c'est le petit problème que j'ai ici dans mon petit corps. Et moi, avec cette posture de chaman, je voyais que ce petit problème, en fait, c'était lié à ce corps physique et que je savais que de toute façon, ça irait parce que cet esprit qui est bloqué dans ce corps physique-là retourne de toute manière dans le bain d'amour qu'est la conscience universelle. Ok. Et donc, c'est juste un petit cycle par lequel il faut passer et que la mort, en fait, n'est que, n'est qu'un retour dans cette conscience universelle. Si, c'est un peu délicat à expliquer parce qu'il n'y a pas de,
j'ai pas de référentiel, mais c'est mon vécu, quoi. Ouais, mais bah, c'est toute la discussion et tout ce que tu disais avant, le côté qui est une histoire de référentiel et puis ce que la science est capable d'expliquer et ce qu'elle n'est pas, ce dont elle n'est pas capable. Et effectivement, très vite, là où c'est plus explicable, se crée une tension, une dissension ou une dissonance chez des personnes, dont je peux faire partie par ailleurs. C'est dans un autre épisode, j'expliquais que j'étais beaucoup intrigué par tout ça. Moi, j'adore ça. Enfin, à chaque fois que je te vois, on a beaucoup d'échanges là-dessus. Donc, je suis intrigué, je suis ouvert, j'adore, je suis intéressé. Mais je sais qu'il y a une partie de moi, enfin, je sais, il y a une partie de moi qui est très scientifique. Donc, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est neurosciences, etc., et explications rationnelles, causales, etc. Et du coup, c'est une partie de moi, une autre partie de moi a du mal Mais un jour, on ira ensemble faire des expériences Un grand plaisir. dans les Bauges, entre autres. Non, mais par contre, je trouve ça toujours fascinant et passionnant. T'as les sourires quand on parle, ça te donne envie d'aller voir ce monde qui est là, certainement. Euh, c'est quoi l'anecdote la plus folle que tu as vécue? Je Ouais, reviens permets dessus. juste quelque chose entre deux. Euh, c'est que ce qui compte, à mon sens, dans ces expériences, et pour mon expérience en tout cas, c'est que à chaque fois que je suis passé, chaque fois que Un je suis pouce, passé, l'IA est là. à chaque fois que je suis passé dans des cérémonies comme ça, euh, bien que ça peut de temps en temps être un peu tumultueux, un peu éprouvant, j'en ressors avec un élan de vie qui est incomparable. Ça C'est-à-dire veut que dire quoi ça? c'est comme, moi j'ai l'anecdote, enfin la métaphore d'une rivière où tu as un caillou qui est bloqué au milieu de la rivière et qui empêche la rivière de couler, la rivière étant la vie. Le caillou, peut-être un peu tous les problèmes qui se contractent dans notre quotidien, toutes les tensions qu'on voit. C'est comme si ces expériences permettaient de en fait, chasser le caillou et laisser la vie couler en soi et se libérer de toute cette contraction pour retourner dans une expansion de tout est possible, tout est facile, tout est fluide, tout est bon, tout est juste. Et une deuxième métaphore que j'aime bien utiliser pour parler de ces expériences, c'est on est tous un instrument de musique, on est tous une fréquence. Et de toute façon, la vie n'est que fréquence et vibration. Et ce type d'expérience-là, pour moi, permet de réaccorder ma fréquence et du coup de vibrer à l'intérieur plus fort. Et donc peut-être sûrement, et moi c'est ce que je le vois dans ma trajectoire, résonner et être capable de partager encore mieux. Ça a des impacts autour de toi quand tu es dans cet élan de vie? Mais ça change tout. Ça change tout. Ça a des impacts, toi, autour de toi, quand tu vois des gens qui sont soit plombés ou soit très motivés, inspirés, et qui osent et qui avancent dans leur vie. C'est sûr, c'est sûr. C'est avec et après je reviendrai sur ma question parce qu'elle m'intéresse d'avoir ta réponse, mais avec tout ce que tu as emmagasiné dans le champ de la connaissance, on va l'appeler comme ça, mais c'est bien plus que ça. euh, Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas ce risque, cet écueil de, de se déresponsabiliser de la vie finalement? Parce qu'après tout, tu vois, on est un grand bain d'amour. Et quoi qu'il arrive, on retournera là-dedans. Évidemment, je n'essaie pas d'interpréter ce que tu as dit, hein. J'essaie de reprendre les mots pour bien les dire. Il ne s'agit pas d'interpréter. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, des fois, de se dire, tu vois, c'est une vraie question et c'est pas une interprétation, c'est une vraie question de est-ce que du coup, ouais, est-ce que je me déresponsabilise pas des problèmes, de la vie, toutes ces choses-là? Quelqu'un qui entre en dépression, qui reste en dépression pendant des années, ou quelqu'un qui va jusqu'à se suicider, par exemple, Hmm. est-ce que tu considères qu'il se déresponsabilise de sa vie et des problèmes du quotidien? Ça peut. Ça pourrait être considéré comme tel. Il faudrait que je creuse le sujet, mais quelqu'un qui attenterait à sa vie pour les raisons, ça dépendrait, enfin, pour ces raisons. Oui, je considérerais que ça pourrait être une forme de déresponsabilisation, mais je ne juge pas, hein, mais je pense.
Quelqu'un qui va aller abuser vraiment fort des substances comme, et là je parle des substances toxiques réellement dans les rapports de toxicologie, l'alcool, la cocaïne et l'héroïne, c'est les trois premières. C'est celles qui, c'est selon deux critères, c'est addiction et toxicité pour le cerveau. Mm. Pour moi, ces expériences-là et ces addictions-là, elles vont te déresponsabiliser et elles font baisser un peu ma, ton énergie, et sans être dans le subtil, juste elles vont aller t'amoindrir et baisser ton niveau de conscience, de motivation, d'envie. Là, on a affaire à des traditions qui, pour moi, permettent l'inverse. C'est elles te donnent, elles te font un gain de conscience sur ce que tu vis et ce que tu peux ajuster, et elles te donnent l'élan et la force et la motivation de le Mm. faire. Et donc, à mon sens, dans certains cas extrêmes et un peu New Age, tu pourrais passer dans cet écueil-là de dire en mode oui, de toute façon, on est qu'amour. Mm. Euh, et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi pour moi dans mon chemin d'avoir eu une trajectoire aussi spirituelle à travers le bouddhisme, à travers le tantra, le chi, où j'ai eu une vraie ouverture et que c'est pas seulement Mm. juste une expérience sortie de nulle part et qu'elle est ancrée dans mon expérience et que du coup j'arrive à partir lors de ces voyages et revenir. euh, et les chamans, à la fin des cérémonies, une des choses qu'ils aiment dire, c'est que maintenant, c'est là que maintenant le vrai travail commence, c'est l'intégration dans le quotidien. euh, et qu'on est des êtres spirituels qui faisons une expérience physique et l'expérience physique que l'on fait, c'est celle que l'on fait maintenant. Et donc, ce qui compte ici et maintenant, c'est cette expérience physique. Donc, c'est pas une fuite. Pour moi, c'est juste comment est-ce que j'ai un outil supplémentaire qui me permet peut-être de prendre du recul sur les schémas que je vis. Et enfin, la sensation, elle est incroyable de pouvoir se dire, en mode, bah voilà, j'ai vécu toute ma vie comme ça, avec ces lunettes que, bah, en fait, je les vois même pas quand elles sont là. Sauf que là, je me mets à côté, je vois mes lunettes, et tu sais, c'est pas un Et cœur. ça fait des gars. Et, euh, et c'est de se dire, en mode, je suis capable de voir et d'identifier les schémas dans lesquels je suis perdu, et peut-être qui sont néfastes pour moi. Je suis capable de reconnecter à ce qui va vraiment me porter, me faire du bien. Et donc, je suis capable de me diriger vers ça. C'est, on voit que c'est un sujet qui t'anime et que enfin, c'est intéressant parce que pour moi les mots, chaque mot sont importants et tu calibres très bien les mots de manière fluide et simple. Euh, et c'est chouette, et c'est chouette de parce que j'imagine qu'il y a une partie de toi aussi qui a dû vivre des choses qui sont difficilement explicables et que peut-être tu peux te limiter dans l'explication parce qu'en fait, il n'y a pas d'explication, quoi, tout simplement. Et c'est du ressenti, comme tu l'as dit. Et c'est quoi, du coup, l'expérience la plus folle que tu as vécue? Là, pendant les 7 mois, Ah, tout ce que tu as fait depuis. Tiens, qu'on comprenne bien, si tu devais nous lister quand même, allez, les trois choses depuis que tu explores la vie, on peut dire ça comme ça, on pourrait l'appeler autrement. Euh, Cite-nous trois choses que tu as faites pendant ces 10, 15 dernières années qui vont dans ce sens d'exploration de la vie. oser partir voyager seul en Asie. Ouais, Ça, c'est, le premier est l'un des piliers. Je pense que me lancer en tant que freelance, ok, euh, on ça y m'a donné reviendra une après. autonomie beaucoup plus large et une liberté d'utiliser mon temps et du coup de mettre mon attention à des endroits, à des moments et sur des sujets avec plus de liberté, moins ouais, de contraintes. Réellement, le mois que j'ai fait l'année dernière pour devenir prof de tantra, c'est une expérience incroyable qui est venue débloquer énormément de choses et fluidifier, pareil, mon expérience, ma vie. Et dans mes relations, ça a été un impact Hmm. monstre.
Ces voyages avec les plantes médecine, c'est une autorisation. Tu vois, le Vitavi bordel. Bah, genre, je peux pas mieux le résumer que pendant une expérience. Cette sensation, cette énergie fougueuse et rebelle, et ça fait pas ça à tout le monde. Pour moi, ça me fait ça. C'est une libération totale et une autorisation à être réellement qui je suis, sans être un peu, oh, je me bloque, je me contrains par toutes ces attentes, cette société qui est dans un moule, enfin, non, juste, j'ose être moi et je l'assume et j'y vais. Et récemment, c'est m'engager sur ce projet documentaire de 7 mois, donc partir en van et, euh, et aller créer, en fait, partir avec un projet et l'envie de faire un documentaire, je pense que ça décuple mon expérience parce que je vais la vivre encore plus loin, je vais aller essayer de la comprendre encore plus, je vais aller interviewer des gens, donc je crée des espaces auxquels j'aurais pas eu accès sinon. Là, j'ai interviewé plein de chamans, j'ai interviewé plein de gens dans des communautés. Et donc ça structure ma pensée, ça structure aussi une expérience. Et le fait de devoir la partager ensuite, ça m'emmène dans un vrai voyage artistique où je suis obligé d'éprouver tout pour pouvoir le partager. Ou en tout cas, c'est ma manière de procéder. Et j'ai lu énormément aussi pour nourrir mes réflexions et pour pas être, ouais, pour pouvoir étoffer mon propos et qu'il soit pas juste vide. Donc, récemment, je dirais que c'est ce voyage de 7 mois qui, si je le résume, parce que je ne l'ai pas fait encore, ça serait, il y a Aurélien Barraud qui dit, on risque de mourir de chaud parce qu'on est mort de froid à l'intérieur. Euh, et que nous sommes des vivants qui n'aimons pas la vie. Euh, Hmm. Quand tu regardes les statistiques de dépression, de taux de suicide et de l'extinction du vivant, moi, j'accroche à ça. Et c'est un peu une source de motivation de se dire mais comment on peut reconnecter à soi, aux autres et à la nature pour retomber amoureux de la vie et du vivant et donc en prendre soin. Comme si, en fait, la crise extérieure que l'on voit ne serait qu'une réflexion de la crise intérieure que l'on vit. Hmm. Ouais, c'est puissant ce que tu viens de dire. Tu- Enfin, oui, ça amène plein de réflexions, notamment celle de. Ce serait du coup une forme de ce que l'on vit, enfin, ce qui se passe actuellement dans l'urgence climatique et autres, biodiversité, tout ça. Ce serait finalement, si je reprends ce dernier propos, une forme de réaction par rapport à ce qui se passe en nous. Une forme d'effet miroir, quelque part, autrement dit, mais. Comme si, en fait, il y a la théorie de Gaïa qui Hmm, est comme si cette biosphère dans laquelle on est était un organisme qui s'autorégule. hmm. Et peut-être qu'à un moment, On va devoir il va se disparaître. réguler violemment Ouais, avec cette des forme. bactéries, avec des déluges, avec des catastrophes, et que en fait, la disparition de certaines espèces pourrait entraîner la disparition de la nôtre. Et ça arrivera quoi qu'il arrive à l'échelle du temps. On est rien, de toute façon, on est poussière. Euh, et peut-être c'est une manière de s'autoréguler, en fait. Ouais, ouais, effectivement, effectivement. Euh, J'aime beaucoup Aurélien Barraud. Par ailleurs, j'avais lu son livre dont j'ai oublié le titre, mais peu importe. C'est terrifiant quand tu lis, parce qu'il est très au fait de tout ça. Et puis il documente ça très bien. Enfin, de ce qui se passe en termes de biodiversité, entre autres. Euh, et t'es quand même t'es un peu à part quand même. Dans le bon sens. Non, mais tu nous as dit, moi je te connais, mais bon, bah t'as voyagé, t'as été voyager en Asie seul. Bon, jusque-là, ouais, ça déjà, il y a plus beaucoup de gens qui le font, mais il y en a encore beaucoup. Euh, Tu t'es lancé en freelance. Bon, voilà, une forme d'entrepreneuriat, d'indépendance, c'est cohérent, c'est logique et ok. T'as fait du tantra, un mois de tantra. Tu fais des retraites méditatives, c'est ça? Où t'as fait. Euh, je sais que t'as été aussi dans des cercles d'hommes où il y a que des hommes et bon, il y a des discussions et des réflexions masculines du coup. Ton périple, le fait que tu es
expérimenter, je sais pas si c'est le bon mot, mais des substances hallucinogènes, je sais pas comment on les appelle, parce que j'y connais rien, mais tu les expliquerais mieux que moi, tout ce qui est champignons, etc., à des vertus pas junkie, mais à des vertus vraiment pour aller élever les niveaux de conscience que tu as expliqué avant. Je précise, c'est important. Bref, tu fais des choses, tu as fait plein de choses, quoi. Il y a quand même pas beaucoup de gens qui ont fait ce que tu as fait. Euh, Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de prendre de la hauteur et de regarder cette vie qui n'est évidemment loin d'être terminée, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à tout ça? Bah là, quand tu le dis comme ça et que tu le résumes, je me dis, ouais, j'ai les couilles. Non, mais c'est vrai parce que et ça fait partie des débats internes aussi. Et être différent, ça peut être bien comme ça peut être dangereux. Mhm. Tu peux être rejeté. Et une des sensations que je vis peut-être encore maintenant euh, et à laquelle je me suis confronté plusieurs fois dans ma vie et pendant ce voyage, c'est je me suis retrouvé dans des endroits, et notamment dans une communauté à Tamera, où je me suis dit, mais en vrai, ils ont tout compris à la vie. Genre, c'est là-bas qu'il faut aller vivre et moi, je veux vivre comme ça. Et du coup, je me suis ressenti hypersensible au monde et je me suis dit, il y a un vrai risque que ça devienne ma nouvelle norme et que du coup, revenir dans le monde qu'on connaît, qui est globalement violent, bah, ça soit dur et que j'en ai plus vraiment envie. Tu veux préciser tu veux matérialiser ce qui t'a donné envie presque d'aller vivre là-bas? Enfin, qu'est-ce que tu as vu? Qu'on comprenne? Un sujet, ça. Ah bah autorise-toi à dire ce que tu as envie de dire, hein. C'est nos Non, rôles, non, ça. mais bien sûr. Mais c'est pour dire que Tamera, je pense que c'est l'endroit le plus intéressant que j'ai vu pendant mon voyage, enfin, c'est même certain. C'est qu'ils ont osé remettre vraiment tout en question, notre rapport à la vie. C'est une communauté du coup, c'est ça. Et ouais, la communauté au Portugal d'Allemands de 40 ans, ils sont Avec 150. la cantine, enfin le truc avec le soleil, le physicien. Ok, pardon. Et ils ont quelques phrases que je vais te dire, c'est high-tech in war, Neanderthal in love. Donc, Ok. euh, Ils sont contre la technologie? Enfin, contre. Ils rejettent la technologie? non, ils disent en fait qu'on est développé de manière technologique et technique euh, pour faire la guerre, Ok. mais que notre niveau de compréhension de ce qu'est l'amour est à Ok. l'échelle du Néandertal. Mon anglais est vraiment déplorable. Ça, Ok, c'est- ouais, ouais, ok. Euh, une autre, c'est pour te poser juste un peu les fondations. Euh, Ils disent que le lit d'une rivière en béton est ce que le mariage est pour l'amour et la religion pour la spiritualité. Et que ça fait partie de la nature de notre civilisation et pas de l'humain, de venir codifier, rigidifier, mettre des Hmm. structures euh, qui du coup viennent contraindre et ne permettent pas euh, ce qu'ils appellent, eux, c'est la libération d'éros, c'est un concept grec qui est à la fois l'élan de vie, mais ça peut être aussi de création, et c'est aussi lié à la sensualité, la sexualité, mais pas que. Et en fait, c'est des questionnements qui sont assez profonds et qui remettent vraiment notre rapport à la vie. Et eux, là-bas, sont dans une idée il faut pas qu'il y ait de violence nulle part, et que euh, la violence qu'on retrouve d'un système capitaliste, patriarcal, néolibéral, elle se retrouve à toutes les échelles en fait. Elle se retrouve à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la communauté, de la famille, du couple et de l'individu. Et que le sujet de la sexualité, qui nous concerne tous sans exception, euh, du plus petit au plus vieux, au plus, comment dire, aux prêtres. C'est des sujets qui sont au centre, qui devraient être au centre des débats publics parce que c'est des sujets de fond qui créent beaucoup de dérives, beaucoup de violence et qui
qui ont modifié en fait dans notre manière d'être, notre rapport au monde et notre rapport à la vie, et que c'est dans la sphère de l'intime que les rapports de domination de notamment à la base l'homme sur la femme ont eu lieu et se sont découlés sur tout le reste. Et que ces rapports de domination, maintenant, ils sont partout. Et on les a à toute l'échelle de la société, à toutes les échelles de la société. Et que eux, en fait, l'idée, c'est de retrouver la coopération euh, avec le vivant. Et donc, il s'est passé un truc trop drôle, tu vois, genre, on était dans un espace de Tamera, donc cette communauté, où on avait un cours théorique sur la coopération avec le vivant et notamment avec les animaux. Donc, c'est des petites anecdotes drôles et de rien du tout. Et donc, on nous parlait de la communication avec les animaux et que eux ont établi des rapports de communication avec différentes espèces, par exemple les sangliers, qui étaient déjà sur ces terres-là, où ils se sont dit, euh, en fait, on va pas les exclure de ces terres, c'est les leurs avant d'être les nôtres. Donc, on va cohabiter sur ces terres-là. Et donc, ils ont mis en place euh, différentes manières de pouvoir entrer en contact avec eux. Et, euh, et donc, ça paraît un peu drôle comme ça, mais en fait, après, ils te montrent leur culture, qui sont respectées, des terres qu'ils arrivent à faire labourer, du coup, même par les sangliers, mais sans leur mettre des chaînes ou quoi, hein. C'est juste ça, on réserve un espace où vous pouvez le faire, un espace où vous pouvez pas le faire. Euh, et, et moi, ça me fait rire tout ça un peu. Genre, je suis curieux et j'ai envie d'y croire, mais je suis pas non plus croyant à 100% dans tout ça. Et je repars de ce petit cours théorique, je retourne vers mon van, j'avais ma caméra, et là, je vois des sangliers passer sur le terrain. Parce qu'il y avait des sangliers assez régulièrement. Euh, et du coup, je sais pas ce qui me passe par la tête, et je lui dis, allez, je lui demande, genre, est-ce que je peux te filmer? Donc, tu sais, je dis ça Au sanglier. au sanglier, et genre, je me pose accroupi, j'ai l'impression que c'est un peu un oui, et c'est OK. Je me pose accroupi, je filme le sanglier, il vient jusqu'à moi, il vient, il me fait un petit, comme ça, sur l'épaule, et après, il repart, tranquillement. Ouais, c'est ridicule, tu vois, mais pour moi, ça ancre un petit signe de la vie qui me montre que peut-être c'est possible de juste d'être en harmonie avec le vivant et que moi, je viens d'un endroit où les sangliers, on les chasse, ils détruisent les vignes et c'est une plaie. Et donc, en fait, c'est des petits chamboulements comme ça qui viennent me dire, ah, c'est peut-être possible autrement, en fait. Oh, il y a plein de choses. Ça m'étonne pas que ce soit des Allemands, c'est très freudien, ce côté désir sexuel. Euh, il y a deux choses, il y a plusieurs choses. D'abord, je me questionne effectivement sur ce côté harmonie, ce qu'ils vivent. euh, la question de la taille, forcément, 150, mais dans un, voilà, 1 million, 10 millions, comment ça se passe. Mais j'ai lu un livre que je te recommande d'ailleurs et que je recommande à tous ceux qui nous écoutent, qui s'appelle, c'est fou, à chaque fois je le, Humanité, une histoire optimiste ou une nature optimiste. Je crois que c'est une nature optimiste d'un écrivain hollandais incroyable. Et en fait, qui explique, il s'appelle Rutger Bretman, mais je le dis mal, qui explique un peu ce que tu as expliqué, à savoir qu'en fait, l'homme par nature, l'humain en tant que civilisation, enfin l'humain en tant qu'espèce plutôt, pardon, est naturellement bon. Là où on a toujours nous voulu nous faire croire que l'homme était mauvais, machiavélique, etc., avec les romans Machiavel, avec le Léviathan, enfin, je sais pas si tu connais de Thomas Hobbes, comme quoi il faut un état fort pour contrôler l'humain, sinon c'est l'anarchie, sinon c'est les barbares, tout ça. Toute une dominante dans le récit de notre histoire qui nous enferme dans la peur, alors qu'en fait, les sociétés primitives, et c'est un peu ce que recréent ces personnes-là, ne sont pas comme ça. Il y a pas cette violence-là. Et c'est le fait de faire société avec le fait de vouloir avoir sa propriété qui engendre la domination et la peur, etc. Bon, il faut aller lire le livre qui l'explique bien mieux que moi, etc. Mais je retrouve dans ce que tu dis un peu ça. Et ce livre, j'ai beaucoup apprécié parce que moi, je crois profondément aussi en l'humain et en la bonté et en ouais, la gentillesse, la bienveillance, etc. Et je suis très curieux de connaître, de voir ces communautés-là. Comment, il y avait autre chose que je voulais te dire, mais c'est pas grave, peu importe. Comment ils t'ont raconté leur histoire? Comment est-ce qu'on crée un truc, c'est presque, c'est sectaire ou pas d'ailleurs? C'est pas sectaire, dans le sens où ils invitent plein de gens à venir. Et ça, c'est une question qui me pose vraiment. Enfin, tout le monde me pose cette question. Est-ce que c'est sectaire? Et
j'essaie de renverser la question. Qu'est-ce qu'une secte, Déjà, ouais. sinon euh, une entité qui ne laisse pas sortir de ce Oui, courant? c'est ça. C'est une question d'emprise, en fait. Qu'est-ce que tu fais là quand tu poses cette question-là? Il me fait penser que moi, je suis allé peut-être dans une secte, Ouais. seul, hein, et c'est normal. Mais en fait, si tout un groupe d'un même courant ne laisse plus sortir les gens de ce même courant, c'est qui la secte? Ouais, je comprends. Tu vois, je vois. Ouais, ouais, je comprends. Pour moi, la secte, Et c'est le capital. Et c'est notre culture qui ne laisse plus d'alternatives possibles. ouais, c'est juste. Et comment est-ce qu'ils créent cette communion, alors, cette harmonie? D'où ça part? Comment ils font? Ouais, comment ils font? Comment ils font? Je pense que le premier acte qu'ils ont posé, c'est de se dire, on va créer un groupe qui va être capable pendant, il me semble que c'était 3 ans, de se dédier à un travail de groupe. Et ils ont vraiment des outils de thérapie de groupe pour essayer de faire en sorte de sortir tout ce qui est en chacun et que rien ne bloque. Euh, Hmm. Ils ont une phrase qui en anglais dit, je te la traduis, c'est rien d'humain ne doit être étranger pour moi. Et être vu, c'est être aimé, être vu profondément. Euh, et que, en fait, tous les conflits qui se jouent soit en chacun ou soit dans le groupe sont en fait le reflet de ce qui se joue à des échelles beaucoup plus grandes. Et donc d'adresser tout ça à l'échelle d'une thérapie de groupe, moi je trouve ça fascinant, j'en ai fait un peu là-bas, et plusieurs fois à droite à gauche dans mon voyage, j'ai fait des thérapies de groupe, c'est incroyable. Si vous avez jamais essayé les Tu, thérapies de groupe, tu veux décrire concrètement, simplement, en quoi ça consiste? il y a mille et une formes, je décrirai la leur, mais il y a mille et une formes pour les thérapies de groupe. Mais c'est des outils surpuissants qui, même si c'est pas ton histoire, peut voir l'histoire d'autres ou de tes proches ou qui, du coup, se rejouent dans ton cerveau et tu peux réorganiser en fait ces différentes histoires. Pour moi, c'est une des formes des thérapies les plus puissantes. Euh, et donc, eux, ils ont cet outil qui s'appelle le forum. Et donc, le forum, dans l'idée, c'est tu as un facilitateur et un co-facilitateur au cas où le sujet euh, provoque trop d'identification au facilitateur principal, l'autre peut prendre le relais. Et donc ensuite, tu as tout un groupe et tu as la personne qui a un sujet qui peut venir parler au centre et exposer son sujet. Et donc là, ça peut aller sur toutes les thématiques. Ça peut être sur l'organisation de la communauté, aussi bien que l'organisation, enfin, ou l'organisation, juste la gestion de son couple, ou un conflit interne qui se joue, une anxiété qui provient de je sais pas quoi. Et en fait, cette personne qui est au milieu va pouvoir exposer ce sujet. Le facilitateur l'aide à faire sortir ce sujet-là. Euh, et ensuite, une fois qu'il est sorti, les deux se rassoient et le cercle peut faire ce qu'ils appellent des miroirs et donc venir et dire, voilà, moi quand j'ai vu cette personne agir comme ça, j'ai vu ça et ça me fait écho à ça. Ou j'ai vu une personne qui est dans ce type de situation-là. Et en fait, tu vois ce qui se joue du coup en chacun. Et plutôt que de rester isolé, et ça j'ai trouvé, il l'utilise notamment vu qu'il pose les questions de la sexualité et aussi plutôt que de l'amour libre, de libérer l'amour. Donc vraiment ne pas le contraindre et lui laisser la possibilité d'être et de jaillir et de fleurir. Euh, Ça pose des questions de comment est-ce qu'on gère nos... Est-ce que c'est des couples? Est-ce que c'est du polyamour? Il y a toutes les formes là-bas. Et donc forcément, ça vient titiller plein de choses. Et plutôt que de garder ces problèmes isolés dans soit un individu ou soit dans une microcellule que serait le couple, hop, on vient les déposer au centre. Et donc, tout le groupe peut apprendre ensemble. Tu peux apprendre du groupe pour te désidentifier de ta situation, voir ce que les autres voient. Et du coup, ça te donne d'autres prismes de lecture. Bah, c'est Ouais, merveilleux c'est en vrai. intéressant. Ça me fait penser un peu, je pense à l'approche narrative, tu sais, ce côté spectateur qui donne son avis pour que l'autre, indirect. Il y a un côté, ce que tu expliquais, finalement, je me fais ma propre histoire en écoutant la tienne, quoi. Et c'est pas tu me dis ou tu me donnes un conseil.
Ça doit être puissant. Et je t'ai aussi posé la question parce que je pense que c'est intéressant de modéliser ces choses pour les reproduire dans des milieux professionnels, par exemple. On aurait besoin, je pense. Hein. Euh, je reviens juste sur un truc avant de mettre ta casquette de freelance, on va quand même un peu parler de ce que tu fais aussi, mais juste sur un truc qui me paraît intéressant, le fait de te sentir différent ou singulier, on peut employer le terme qu'on préfère. Enfin, c'est pas ça ma question, c'est est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui t'ont fait sentir différent? C'était plus dans ma tête qu'ailleurs. Et j'ai ressenti de temps en temps sur certaines discussions, euh, mais souvent c'était admiré. Ok. Euh, alors j'en ai eu peur plusieurs fois de me dire ah, je risque d'être différent et de paraître différent en effet. Et en fait, je me rends compte, et ça c'est une vraie grosse réalisation de ce voyage, c'est que plus je m'autorise à être moi, même si je suis différent, plus c'est inspirant. T'es qui toi du coup aujourd'hui? Je pense aussi un gars un peu paumé qui se cherche encore et qui se cherchera toute sa vie, euh, qui là est en train de voir comment il va gérer son activité de freelance et en même temps un documentaire qu'il a trop envie de créer parce que maintenant on se pose la question de j'ai un super projet que j'ai envie de mener jusqu'au bout et la réalité de bah, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je mange, j'ai quand même un emprunt, j'ai quand même... Et donc j'ai des vraies contraintes qui sont là, qui vont me freiner dans mon projet. Euh, et donc bien sûr, j'ai tous ces tiraillements et tous ces questionnements. Et qui je suis, je pense que je suis un être de chair normal, un, euh, un amoureux, un copain, un enfant, un professionnel, peut-être un guide pour certains, une oreille pour d'autres. Euh, T'aimerais être un guide pour plus de monde? je pense qu'avec ce documentaire, j'aspire un peu à ça, ouais. Hmm. J'aspire à formaliser, ou même pas formaliser, j'aime pas que ce soit forcément formel, mais qu'il y ait une voix que je suis capable de porter à travers notamment ce médium qui est le documentaire, pour peut-être ouvrir des espaces de discussion ou des espaces d'accompagnement en groupe. Euh, ouais. Hmm. Tu veux nous raconter un peu ce que tu fais et puis le projet, Vita Vie Bordel, du coup, le documentaire? Euh, Ma vie, ta vie, bordel. D'abord, je peux me permettre de te poser la question, c'est quoi vie, ta vie, bordel pour toi? Ah, t'es salaud là, tu me mets dans le. Ben moi je connais un petit peu, puis on a beaucoup parlé. Ah non, non, mais qu'est-ce que ça t'inspire Ah, toi à le vivre? titre ou ce que. Qu'est-ce que ça t'inspire toi à vivre quand je te dis vis ta vie, bordel, Ah Cédric? voilà, juste ça, d'accord, pas à toi. Moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Vis ta vie bordel, ça m'inspire de m'affranchir du regard des autres et de réfléchir à quelle identité j'ai envie de nourrir et comment je veux la confronter avec le monde extérieur. Parce que pour moi, la vie est faite que d'expériences et d'expérimentation. Donc, ça me pousse à vivre des expériences avec l'identité que je veux être et à m'affranchir du regard des autres. Voilà ce que ça me. Ça paraît un peu pompeux dit comme ça parce que. Mais c'est un petit peu comme ça que je le ressens, je le perçois. Et c'est à ça que moi, ça fait écho aussi. C'est une vraie émancipation, en fait. Mm. Et avoir fait, je pense, une partie ou oser aller dans cette direction, de faire le travail sur soi qui te permet de t'émanciper de tes conditionnements, euh, soit familial, sociétal, et que du coup, t'oses vraiment embrasser la vie que tu as envie de mener, euh, et que t'oses rayonner dans ça, même si ça ne convient pas à tout le monde. Donc c'est ouais, une vraie autorisation profonde d'aller ce qu'on pourrait appeler chemin de vie. Retrouver l'essence. Toi qui aimes bien aussi ce mot. Carrément. Et donc, si pour ce que c'est le projet, ça a commencé par être un podcast euh, que je tente de transformer en média en essayant de poster un peu plus sur Instagram. Et du coup, avec ce documentaire, ça sera un médium de plus pour ce média qui
vise à faire ce que je disais au début, c'est reconnecter à soi, aux autres et à la nature pour retomber amoureux de la vie et du vivant, et donc en prendre soin. Euh, C'est c'est euh, c'est marrant parce que enfin c'est marrant non c'est pas marrant mais c'est marrant. Euh, tu tu ne fais pas que filmer ce que tu veux voir, tu vis ce que tu veux voir. Enfin tu incarnes quelque part ça. Tu pourrais te contenter d'aller voir ce qui se passe dans certaines parties du monde et filmer, mais toi tu choisis de le vivre et comme tu sais filmer, parce que tu es vidéaste, hein, d'ailleurs je le précise, on l'a pas encore vraiment dit, mais tu es vidéaste et tu réalises et tu fais des montages de films, enfin tu le diras mieux que moi. Du coup, ça vient en support de ce que tu veux vivre, mais c'est pas, mais finalement ce qui est important c'est ce que tu vis et ce que tu incarnes, j'ai l'impression. Évidemment, tu veux donner une lumière et un écho différent grâce à tes compétences pour impacter, mais je trouve que ça donne une ampleur encore plus importante, je trouve. Tu t'es fier de ça? Moi, je suis fier de me dire que plutôt, en fait, c'est l'inverse. C'est moi, j'ai envie d'expérimenter. Du coup, j'expérimente. Et c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que euh, je puisse continuer d'expérimenter. Et je crois que ma nature et mon goût aussi pour la vidéo me permet de le documenter. Et donc, en fait, les deux marchent main dans la main. Hmm. Euh, et que ça vient avant tout, en fait, de ma nature. C'est l'envie d'aller me confronter, me frotter à la vie. Et voir des choses différentes et vivre des choses différentes et voir comment est-ce que je peux me laisser impacter, changer et évoluer grâce à ces expériences de la vie sans m'attacher forcément à une identité de Hmm. départ, quoi. Comment est-ce qu'on, c'est très pratico-pratique, mais comment est-ce qu'on filme ces moments de vie sans avoir peur de louper des moments? J'imagine que ça va être super compliqué ça. Ouais, en vrai, c'est pas facile. Euh, je dirais que je suis vidéaste depuis 10 ans. Du coup, il y a une partie de moi qui filme de manière assez naturelle, assez facilement. Deux, je me suis autorisé à être plus voyageur que vidéaste. Ok, Euh, et donc, de temps en temps, j'ai négligé un peu la qualité au profit de l'expérience. ok. Euh, Parce que il me semble qu'on peut tous faire des belles images. Autant raconter une histoire et l'incarner et apporter cette vision particulière que tu peux avoir quand tu incarnes, elle a beaucoup plus de valeur qu'une belle image. Euh, Et aussi, je me suis autorisé de temps en temps à pas filmer. Et sur 7 mois de voyage, c'est OK. Mais c'était un vrai questionnement de fond de, à la fois, est-ce que je la pose par flemme et par facilité de me dire, ah non, là, je la pose, je fais pas. Mais du coup, c'était une lutte en mode, bah non, il faut quand même que je produise Hmm. mon documentaire. Genre, il faut que j'arrive à filmer. Bah Enfin, ouais, ça doit être dur quoi. ouais, c'était une recherche d'équilibre constante. Ouais. Et puis, Ouais. surtout, c'était aussi dans des espaces à des moments un peu délicats où des gens se Mhm. livrent aussi des moments intimes. Euh, et Tu donc, devais, ça, c'est pas simple. tu te demandais l'autorisation à chaque fois? Chaque fois, je devais demander l'autorisation et je devais aussi faire en sorte que ma caméra n'influe pas l'expérience des gens. Parce que c'est délicat de se pointer, de se dire, bah, en fait, j'impose ma caméra et du coup, je modifie votre expérience parce que vous savez que vous êtes regardé, filmé. Et donc, il y a une histoire ouais, de consentement et aussi dans plusieurs des espaces, ça a été complexe et même de temps en temps, j'ai pas pu filmer. Oui, tu as eu Et des donc, pour moi, refus. c'est dur aussi de se dire en mode, bah, on me dit non, parce que j'en ai pris plusieurs des noms à différents moments. Et donc se dire en mode, je continue à redemander, je continue à risquer de gêner. Enfin, je suis pas quelqu'un qui aime gêner, moi. Donc, ouais, c'était un vrai défi, une vraie recherche d'équilibre entre je gêne pas trop, je fais ce que je pense qui quand même est bien pour le film, mais en même temps, euh, il y a une question que quelqu'un m'a posée là dans un dernier atelier que j'ai fait qui me disait, mais est-ce que tu ne trouves pas que ça peut être un peu extractiviste aussi? Genre, Extra. Ah oui. t'extrais le contenu de cette expérience pour en faire ton petit truc euh, personnel. Et du coup, on a eu un débat sur, bah, oui, je profite de ce moment et de cette expérience, et en même temps, au service de quoi je le mets. Donc voilà, mais bon, c'est ouais, c'est des
questions qui sont complexes, mais c'est intéressant de se les poser parce que ça permet d'être nuancé dans le propos et dans les approches, et donc de pouvoir aussi s'ouvrir à parler à tout le monde. Et dans des espaces très conscients et bienveillants, il y a aussi le soin de la personne la plus timide et qui ne parle pas en général. Et donc, c'est hyper intéressant de se dire on va aller écouter tout le monde et on laisse de la place à tout le monde et pas juste aux dominants. Ouais, j'aime bien ça. Je me suis toujours dit, quand j'arrivais dans un endroit, une pièce ou autre, j'ai toujours eu ce sentiment, cette volonté d'apporter plus d'attention à ceux qui n'en demandaient pas. Je sais pas pourquoi j'ai un truc en moi comme ça, parce que ça fait écho à ce que tu viens de me dire. Où il y a beaucoup d'espaces comme ça où, oui, il y a les gens qui crient, qui parlent fort, etc. Et puis il y a ceux qui veulent disparaître presque. Et en fait, ces gens-là, c'est à eux que je porte beaucoup plus d'attention en général. Bref, je partage ça, peu importe. Ouais, Et je rajoute, j'imagine. Ouais, vas-y. euh, en fait, c'est vachement plus facile d'être le vidéaste pour un client Ouais, que le vidéaste pour moi. mais c'est super dur. Est-ce que quand tu commences ce projet-là, tu sais ce que tu veux raconter ou est-ce que tu te laisses porter par les expériences pour dire à la fin, l'histoire va émerger? Non, l'idée, c'était de se dire, je pars, j'ai ma caméra, moi, je vais faire un voyage. À la base, j'ai identifié deux points qui sont des spots de surf, et je me suis dit, oh, ça fait une belle ligne quand même. C'est genre presqu'île de Crozon en Bretagne, Imsouane au Maroc, et je me dis, bah, je longe la côte atlantique, trop stylé. Et en fait, je me suis rendu compte que surfer, c'était cool, et j'adore toujours autant, mais qu'en fait, ça me nourrissait pas profondément, et que je pouvais pas dépendre que de ça, et que ça allait pas suffire à mon voyage. Et donc, j'ai progressivement organisé des rencontres et j'avais ma caméra. Je m'étais dit, je ferai un peu de podcast, je filmerai peut-être un peu, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis monté en puissance au fur et à mesure. Parce que, à force d'avoir des contenus qui m'intéressaient de plus en plus, je me disais, non, mais attends, là, il faut que j'en fasse quelque chose de ça. Et donc, ça me responsabilisait et ça me donnait envie d'aller chercher encore plus de matière. Mais au départ, je partais pas avec cette idée et cette contrainte de dire, je vais faire un documentaire. Je pense qu'elle a vraiment été nourrie au fil du voyage. Et maintenant, j'en suis persuadé. Tiens. Ouais, la création née de l'action. Ouais. Euh, ah, et j'ai plein de questions qui me viennent parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a le volet comment est-ce que on vit une aventure comme ça, si on veut vivre une aventure comme ça, sans l'aspect film, mais le côté c'est un peu partir en banne pendant 7 mois, quoi, ça, si on doit résumer. Comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on exploite, et ça va être ton sujet à toi, ton enjeu, comment maintenant j'exploite ce film, comment je le rends visible, comment ça se passe l'après, quoi. Tu veux répondre en deux? C'est peut-être un peu large et compliqué, mais Oui. Euh, je dirais le premier, hein, et c'est ce qui est le plus dur dans le voyage, c'est de poser la date de départ et partir. ouais, c'est en gros l'acte fondateur. Maintenant j'y vais, j'ai plus le choix. Ouais, c'est ça. Bon, une fois que tu es parti, il y a tout qui s'ouvre et qui déroule en fait. Tu rencontres des gens, tu es en mouvement, les opportunités, bah, elles vont parce que tu avances et que tu découvres des choses. Et donc, Il se une passe fois quoi le premier jour, juste? Le premier jour où tu pars, il se passe quoi? moi j'avais été stratégique, je m'étais dit, genre, je vais à un endroit. C'était au plus grand rassemblement de chamans du monde, qui a lieu à Reims. Normal. Normal, forcément. Et j'ai été photographe bénévole pendant 10 jours. Ok. Et ça m'a donné accès, du coup, pour faire des interviews avec les chamans. Et en fait, je me suis dit, je mets cette date de départ parce qu'il y a un stage, enfin, il y a une expérience, et du coup, je dois être là-bas. Et donc, ça sera le tremplin. Ok. Et de cette expérience, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré d'autres gens qui voyageaient, qui ont fait plein d'expériences. Puis hop, de fil en aiguille, je me suis dit, ah, mais ça me parle. Et puis hop, ça a nourri l'envie de continuer, d'avancer. De toute façon, j'étais déjà parti de chez moi. Mais c'est sûr qu'il y a eu des moments de questionnement de, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, Genre, ok. j'arrivais en Bretagne, qu'il pleuvait, il n'y avait pas de surf, il pleuvait, il faisait froid, j'étais seul dans mon van. Franchement, il y a eu, face à ces 7 mois qui arrivaient devant moi, j'étais en mode, ouah, ça va être long. T'en as eu plusieurs des moments comme ça? J'en Ou ai eu ça s'est quelques-uns. estompé avec le temps? J'en ai eu surtout au début cette sensation de, ouah, je suis parti et là, je suis seul dans mon aventure.
et elle est longue. Ça, je l'ai eu au début. Après, il y a eu d'autres moments où j'ai retrouvé une forme de solitude, Ouais. mais beaucoup plus apaisée. Euh, et, et elle m'était bénéfique, en fait. Elle permettait de me recentrer aussi, et de continuer à... J'ai beaucoup écrit. J'avais envie d'écrire pendant ce voyage pour tester autre chose et ouais, développer une nouvelle compétence peut-être. Et ça m'a permis d'ordonner beaucoup mes idées. En fait, d'avoir le temps et d'être seul, ça m'a permis de prendre ce temps-là et de lire énormément, sinon j'aurais pas fait ça autant. T'as apprécié ça, l'écriture, la lecture? Ah ouais, carrément. Ça Ouais. t'apportait quoi, l'écriture? L'écriture, je crois que ça me permettait de sortir les problèmes, les doutes, les envies, les réalisations de ma tête et les poser sur le papier, les structurer un peu. Ou même, genre, j'avais une pratique d'écriture intuitive où je me disais, en fait, je pose le stylo et je m'arrête pas d'écrire, sans savoir où je vais. Et si ça n'a pas de lien, c'est pas grave, j'écris, genre sans m'arrêter. Et en fait, genre, je me rendais compte que souvent, commencer, que la première page, c'était un peu bateau, c'est vraiment les trois, quatre premières pensées qui étaient là. Et souvent, genre, il y avait un passage sur deux, trois pages, un passage qui était pépite qui était vraiment sorti Trop bien, état de flow, quoi. et un peu plus poétique. Et Incroyable. il pourrait du coup devenir un style que je peux développer. Et ça, c'est trop chouette, trop T'as- intéressant. C'est super intéressant, t'es rentré dans une forme d'état de conscience modifié par l'écriture, en fait. Parce que tu te Mm. rendais pas compte de ce que tu écrivais, mais l'inconscient, lui, écrivait des choses qu'il fallait écrire. On va pas aller sur ce sujet parce qu'on n'a pas trop le temps, mais enfin, je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire là quand même. C'est pas anodin ce que t'as dit là. Mais ok. Et t'as eu des moments à l'inverse où tu t'es dit mince, va falloir revenir. J'ai pas envie de quitter ça. Moi, j'ai eu des moments où bah, mon van, il est resté Ah ouais, t'as eu ça toi, ouais. grosse panne mécanique au Ah, l'angoisse. Portugal pendant le mois d'août, où là, j'étais en mode, bah, j'avais encore mon van, j'étais à côté du garage, et le garage me disait, ouais, ça va arriver, la pièce, on la récupère bientôt. Et du coup, en fait, c'est l'incertitude totale. Et je me suis rendu compte à quel point l'incertitude, même si je suis pour le lâcher prise, en fait, l'incertitude, elle est mortelle. Genre, dans ce Ah mais cas-là, c'est moi, terrible. elle m'a anéanti parce que tu sais pas quoi faire, tu peux pas t'organiser autrement parce que tu penses que ça va arriver et en fait, ça arrive pas. Du coup, tous les jours, c'est repoussé. Enfin, c'était vraiment difficile à vivre et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'arrête d'attendre parce que c'est plus possible en fait. T'as fait quoi du coup? Je suis allé à Tamera une première fois pendant une semaine. Mais comment? Genre en taxi? Ouais, Train? ouais, train, bus. Ok. Et parce que j'avais réservé une semaine à ce moment-là. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, j'y vais sans le van et je reviendrai chercher le van en espérant qu'il soit prêt. Je suis revenu chercher le van, il était réparé. Je suis allé surfer, je suis retourné à Tamera. Normal. Et, Et ouais, pardon, vas-y. ouais, et après, je dirais sur la fin aussi, il y a eu des moments où je me suis dit, bah, c'est long, c'est Ouais, long. Je crois que j'ai j'ai moins trouvé ce que je cherchais au Maroc aussi. d'accord. J'ai plus surfé, c'était plus en mode vacances. Mais en fait, j'ai pas forcément envie Hmm. d'être en vacances tout seul loin. Et donc, l'intensité du Maroc, et peut-être, ça m'a fait ça plusieurs fois dans des aventures, et pareil, dans l'aventure que j'ai filmée cet hiver, où sur l'approche de la fin devient longue. Comme si t'attends la fin un peu. Euh, C'est quoi qui te manque le plus qu'est-ce qui te manque le plus dans la vie? Enfin, qu'est-ce qui t'a manqué le plus? Ma chérie. Trop facile. Évidemment, ta Bah, chérie, ouais. Non, non, mais je plaisante. Ouais, ok. mon amoureuse, c'est certain. Je pense que. Et c'est là où. Tu vois, je vais parler un peu d'amour en général dans le documentaire et pas juste d'une personne, mais de la vie. Euh, Quand tu as l'amour et tu arrives moins à vivre l'amour ou parce que peut y avoir de la peur, tu arrives moins à vivre ta vie et que, ouais, c'est hyper. Enfin, pour moi, c'est l'élan de vie vient de l'amour et l'amour universel hein, pour la vie, le vivant en général. Et quand il est obstrué, ça devient plus compliqué et tu peux. Euh, C'est quoi obstruer?
je sais pas, quand il y a un peu des points de friction, tu vois, Ok. là, avec la distance, au final, même si notre amour, il est fort, il y a eu de la friction. Tu vois, on disait loin des yeux, loin du cœur. Je ne l'ai pas ressenti pendant longtemps, mais sur la fin, il y avait un peu cette sensation de, ouais, bah, en fait, on a chacun nos vies, on est très loin. Ouais, je pense qu'à un moment, c'est bien de se retrouver vraiment, tu vois, et de reprendre des habitudes ensemble. Et même si c'est super chouette de s'autoriser tout et à vivre des expériences, parce que moi, je suis parti avec cette idée et ce projet, et c'était impossible dans ma tête de ne pas le vivre. Et Hmm. donc, et pareil, moi, le fait de partir, ça lui a autorisé à elle à vivre plein de choses. Et c'est trop chouette. Du coup, ça nous a nourris et on se retrouve, on est beaucoup plus riches à deux. Et c'est super chouette, mais il faut aussi prendre soin de cet amour. Et là, je pense qu'on avait besoin de se retrouver pour continuer de rayonner. Et bien sûr, j'imagine. Et si tu dois retenir une chose de tout ça, de ce voyage, ce serait quoi? S'autoriser. S'autoriser, ok. Et la deuxième partie de la question, du coup, la partie plus, plus pragmatique. Et maintenant, comment tu fais? Et maintenant, il y a un gros dilemme. Il y a un gros dilemme parce que suis je suis rentré à Annecy et je connais le processus du montage. J'ai 4 Tera d'images, c'est énorme. 4 Tera. Donc, il y a un vrai risque, c'est que l'énergie, elle retombe et que du coup, je perds en motivation, je me retrouve progressivement dans un moule et happé par un quotidien qui fait que j'ai pas la même énergie que j'ai envie de garder et véhiculer dans le montage. Et donc, je me dis que là, il faut que que je trouve de l'argent, en fait, pour me libérer du temps pour faire ce montage. Et donc, je suis en train de réfléchir à faire un financement participatif pour, euh, pour essayer de me libérer 3 4 mois et me dire, je peux me mettre 3 4 mois à fond sur le montage. Et un peu, l'idée, c'est de dire 10 jours pour monter à 90 minutes. Euh, Parce que ça parle, c'est sympa. Et me mettre corps et âme là-dedans. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire ça. Tu vois, ma tête, elle est là, mon énergie, elle est là. Et du coup, genre, je pourrais la donner ailleurs, mais je la disperserais. Et je crois que si je dois aussi retenir un truc de ce voyage, c'est que arriver de temps en temps à converger vers quelque chose, c'est hyper important. On a des phases de divergence, des phases de convergence. Et là, je suis dans une phase quand même de convergence où il y a tout qui se rencontre. J'ai quand même mis beaucoup de choses de mon côté et ça va bien et j'ai envie de continuer à aller vers ça. Et, et que même, en fait, arriver à finir ce documentaire, ça peut être un peu une pierre angulaire pour la suite et pour continuer à ouvrir d'autres possibles avec des réalisations qui seraient plus les miennes. J'ai envie de garder des clients parce que la collaboration, elle est chouette, mais j'ai envie d'amener beaucoup plus mes créations et peut-être trouver une manière de ouais, gagner de l'argent grâce à ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec ce documentaire? Il y a un impact auprès des gens qui le regardent. Comment tu mesures ça? Des retours, des retours. J'ai fait un post là-dessus la dernière fois où je parlais j'ai redéfini ma définition du succès et que le succès pour moi, là, ça sera d'entendre des gens me dire, ça fait du bien d'entendre ça et merci, merci en fait pour ce travail et ça m'a profondément impacté peut-être. Ou des mots d'appréciation pour le travail, mais pas juste pour me faire plaisir. Des mots qui viennent du cœur. Tu vois qu'il y a eu peut-être qui a semé des graines de possible. Ce petit jeune blanc privilégié, il va aller jusqu'à où comme ça? Je sais pas, on verra. Ce On serait quoi verra. ton rêve le plus fou là? En vrai, mon rêve le plus fou pour l'instant, c'est de me dire que ce documentaire, il va sortir et qu'il il va pouvoir poser des espaces de discussion et essayer
à son échelle, contribuer à l'évolution du monde. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment qu'on a passé ensemble, tiens? C'est super riche. C'est super riche. Tu poses des belles questions et ça me permet de un peu d'intégrer, de voir ce qui s'est passé quand même et d'avoir une autre perspective aussi avec tes retours et tes questions et la manière du coup dont j'y réponds. Euh, et, euh, et je retiens qu'il faut y aller, quoi. Il faut continuer à aller de l'avant. Si tu avais, tiens, Et si ton t'avais présent. un conseil, alors c'est peut-être celui-là, tu me diras, mais un conseil à donner aux personnes qui voudraient vivre leur vie, bordel, mais qui se sentent empêchées, tu leur conseillerais quoi? De venir voir Cédric Et de regarder le documentaire, bien et sûr. de regarder le documentaire. Euh, non, c'est moi, il y a une chose qui m'a permis de m'autoriser aussi à partir. Et tu m'avais coaché notamment avec Franck, qui ça avait été hyper efficace. Euh, et je crois qu'un des leviers où je me suis dit, non, mais ça, il faut que j'y aille, c'est que cette idée, elle n'était pas claire. Elle manquait de clarté, c'est sûr. Et je pense qu'elle aurait manqué de clarté à vie sans partir. Ce qu'il me fallait, c'est juste les premières étapes. Et ce qui m'a permis de me dire, OK, ce projet, c'est peut-être celui-là sur lequel il faut que je commence, parce que j'avais 1000 idées, 1000 projets, et c'est dur d'en choisir un, surtout dans lequel tu vas mettre beaucoup d'énergie et de temps. Et en fait, c'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. J'arrivais pas à le définir, je l'ai formulé 1000 façons différentes au fur et à mesure des années. Et je pense que ça fait 10 ans que je porte les, ouais, les bribes de ce projet-là, mais sans savoir comment les imbriquer, comment le faire naître. Et, euh, et je pense que quand il y a une idée comme ça qui reste avec toi aussi longtemps, et qu'elle est vraiment importante, Hmm. et donc ça vaut le coup de s'y dédier un peu. Ouais. Merci, ouais, ouais, moi j'ai toujours pour habitude de me dire quand il y a une idée, il faut qu'elle soit exploitée, quoi. Et il n'y a rien de pire que d'éteindre les idées, euh, d'éteindre des idées. J'ai passé un excellent moment avec toi, comme à chaque fois que je suis avec toi par ailleurs. Euh, je te remercie parce que d'abord, je trouve que je suis fier de voir, enfin, je suis fier de voir ce que tu as fait parce que effectivement, comme tu l'as dit avec Franck pendant une marche narrative, bah, on a marché ensemble et puis on a parlé de ce sujet qui te tenait à cœur et il y avait des freins comme tout le monde. Mais aujourd'hui, tu l'as fait. Ça me ramène à une chose aussi, c'est que le temps passe douloureusement vite. T'es parti il y a 7 mois, j'ai l'impression que t'es parti il y a une semaine, c'est dingue. Vivez les amis, vivez parce que le temps passe vraiment douloureusement vite. Prenez le temps de vivre, j'ai envie de dire. Merci aussi de donner la beauté à la singularité, parce que tu es pour moi quelqu'un de singulier, chacun donnera sa définition. Et pour moi, être singulier, c'est riche, hein. C'est pas négatif, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, voilà, on sent que pour toi, l'amour, c'est important, et ça, c'est beau. Ça fait du bien. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré, Bastien? Ah, ça, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. C'est en 2008 au divorce de mes parents. T'as plus pleuré depuis? Qu'est-ce qui te ferait pleurer, tu penses, aujourd'hui? Ah, c'est une vraie question. Honnêtement, ça a été un sujet. Tu vois, je suis passé dans des espaces où quand même, il y Ouais. a, il y a la possibilité, il y a aussi des thérapeutes. Et c'était une vraie question pour moi de se dire, en mode, est-ce que je n'ai pas accès à ma tristesse? Et du coup, elle est quelque part cachée en moi comme une conséquence des générations qui m'ont précédé et qui se sont verrouillées, un peu en mode cœur de pierre. Mais je sais aimer. Donc mon cœur, il n'est pas fait de pierre, je le sais. Et peut-être que c'est pas la nature de tout le monde de pleurer et qu'il y a d'autres formes d'expression. Euh, voilà. Hmm. Vrai sujet. Vrai sujet, parce qu'effectivement, tu as été quand même dans des espaces où y a pas, enfin, je sais pour avoir vécu quelque chose de pas aussi fort que toi, mais un peu similaire dans un groupe, etc.,
où moi c'est sorti. Et je sais à quel point c'est hyper, c'est difficile de le contrôler. Mais ok, je reviens, j'insiste pas. On aura le temps d'échanger là-dessus si tu veux, ou pas, peu importe. Si t'avais, non, pardon, c'est quoi la musique que t'écoutes quand ça va pas? Clone de Savannah, ça Comment tu s'appelle. dis? Clone, Flown, Ok, ah, je de connais pas. Savannah. Je vais aller écouter ça. Faune de Savannah. Et si t'avais un Ah, conseil, ouais, vas-y. Savan, Saavan. Savane, ok. Je vais regarder. C'est sur Deezer ou c'est sur un disque disque péruvien que tu trouves à la Fnac. C'est quoi un conseil lecture que tu pourrais nous donner? La poésie à vivre de Jean-Pierre Siméon. C'est un petit livre à 3 euros qui est un recueil de poèmes ou de poètes qui parlent de la poésie, Ok. qui est très intéressant et très beau. Poésie à vivre. Merci. On te retrouve où, juste si on veut te contacter? Instagram ou LinkedIn, Bastien Laure, Laure. Je mettrai les références. Le mot de la fin pour toi, Bastien. Aimer. Merci Bastien, c'était cool. Je te dis à très vite. On va se boire un café au rivage, je ne sais où, au bord du lac comme on a l'habitude, Avec pour grand plaisir. approfondir tout ça et s'autoriser à vivre bordel. Merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié. Je te souhaite une excellente soirée et à très vite mon petit. Merci à toi, Cédric.